étudier aujourd'hui la notion d'énergie thermique et de chaleur. Et pour ce faire, dans un premier temps, on commence déjà par la notion de système. Donc on va considérer comme un système, de manière générale, une portion de l'espace à l'intérieur de laquelle on souhaite étudier un certain phénomène. Donc comme vous le voyez sur l'écran, j'ai délimité un certain système. Et sur ce système, je vais considérer à l'intérieur un ensemble de particules. Donc ces particules seront considérées comme des objets ponctuels, pour être par exemple des molécules, des atomes ou des ions. Donc j'en fais quelques-uns, vous voyez les points verts s'afficher à l'écran. Donc ce système, lui, va avoir un certain mouvement d'ensemble, donc un certain mouvement ordonné. On peut supposer que le système a un mouvement ordonné. Le mouvement ordonné du système. Un mouvement ordonné du système. Et puis, l'énergie associée à ce mouvement ordonné sera l'énergie mécanique. L'énergie mécanique. Et puis, le mouvement désordonné de l'ensemble des particules du système, ce que nous appellerons l'énergie thermique. Mouvement désordonné et aléatoire. Désordonné, aléatoire des particules à l'intérieur du système. Donc, ceci va nous permettre d'aborder juste après la notion d'énergie thermique. Alors, de manière succincte, on pourra dire qu'un système contient de l'énergie si ce système peut subir un changement spontané. Donc nous, ce qui va nous intéresser dans cette partie, ça va être les échanges d'énergie. Et il y aura échange d'énergie s'il y a un certain changement à l'intérieur du système. Alors, l'énergie thermique. Donc en fait, maintenant, nous mettons un petit focus sur l'énergie thermique. Donc pour nous, l'énergie thermique, ça va être la somme de l'ensemble des énergies cinétiques microscopiques de l'ensemble des particules du système. Donc on va considérer les énergies cinétiques de rotation, les particules tournent sur elles-mêmes, l'énergie cinétique de translation et l'énergie cinétique vibratoire. Donc pour nous, ça va être l'énergie thermique. Pour rappel, la formule mathématique de l'énergie cinétique de translation d'une particule de masse m qui possède une vitesse v, à l'expression mathématique suivante, 1/2 fois la masse de la particule fois sa vitesse au carré. Donc pour nous, l'énergie thermique sera la somme de l'ensemble des énergies cinétiques microscopiques de l'ensemble des particules constituant le système. Donc à partir de maintenant, nous considérons que le système, tel que vous le voyez ici, a un mouvement macroscopique nul, c'est-à-dire qu'au niveau macroscopique, il est au repos. Donc son énergie mécanique va rester constante, donc on n'en parle plus à partir de maintenant. Alors maintenant, la température, quel est le lien entre l'énergie thermique et la température? Donc ce qui se passe, c'est que nous plongeons un thermomètre, qui est un appareil de mesure qui va être sensible à l'énergie thermique. Comme vous le voyez sur le dessin, sur l'écran, eh bien, on a un certain nombre de particules qui sont en interaction avec le thermomètre. C'est-à-dire qu'en fait, ces particules vont avoir des chocs au niveau des parois externes du thermomètre, et donc ces particules vont fournir de l'énergie thermique au thermomètre. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des échanges thermiques entre le thermomètre et le système. En fait, on va avoir des échanges thermiques. Échanges d'énergie thermique, plus exactement. Ces échanges d'énergie thermique vont amener le système, lorsqu'il sera à l'équilibre thermique, à faire afficher au thermomètre une certaine valeur. Et donc, par conséquent, ce que l'on appelle la température, c'est une valeur affichée par un appareil de mesure suite à l'interaction entre les particules du système et cet appareil, et donc cet appareil reflète l'énergie cinétique moyenne aléatoire des particules microscopiques.
Alors maintenant la chaleur. Donc on a eu l'énergie thermique, la température, et maintenant la chaleur. Alors la chaleur, ce qu'on a appelé la chaleur, ça va être l'énergie thermique transférée entre le système et l'environnement. Je le reprécise, le système correspond à la partie de l'espace que l'on délimite, et ce qu'il y a autour du système, je ne l'ai pas écrit ici, c'est ce que l'on appelle l'environnement, de manière générale. Lorsque le environnement et le système, lorsqu'il n'est pas isolé, va avoir des échanges avec son environnement. Donc justement, lorsque le système n'est pas isolé et qu'il peut avoir des échanges avec l'environnement, nous pouvons avoir par exemple un système fermé, tout simplement une bouteille d'eau qu'on laisse, une bouteille d'eau fermée, donc il n'y a pas d'échange de matière, et qu'on laisse en contact avec son environnement, il va pouvoir y avoir des échanges d'énergie thermique. Donc la chaleur, Q, ce qu'on appelle Q la chaleur, donc la chaleur correspond à l'énergie thermique transférée. Correspond à l'énergie thermique transférée entre le système et son environnement. Ça peut être dans un sens ou dans un autre. Entre le système et son environnement. Donc là, il y a deux possibilités. Donc l'énergie thermique transférée entre le système et son environnement, donc suite aux collisions, évidemment, entre les particules du système et les particules de l'environnement, de manière à aboutir, au bout d'un certain temps, à l'équilibre thermique. Si la température de l'environnement, TE, est supérieure à TS, cela signifie que l'énergie thermique de l'environnement est plus importante que l'énergie thermique du système. Par conséquent, le système va recevoir de la chaleur. S'il reçoit, on va compter positivement cette énergie thermique reçue. Inversement, si l'énergie de l'environnement est inférieure, donc si la température de l'environnement est inférieure à la température du système, ce qui signifie que l'énergie... Bon, pas que l'énergie thermique par contre cette fois-ci, ce qui signifie que lorsqu'il y aura contact entre les deux, eh bien nous allons avoir de l'énergie thermique qui va passer du système jusqu'à l'environnement, de manière à égaliser les températures. Et bien dans ce cas-là, la chaleur transférée entre le système et l'environnement sera comptée négativement pour le système et positivement pour l'environnement. Donc de manière générale, nous compterons positivement une chaleur reçue et négativement une chaleur transférée. Donc justement, maintenant la question qui se pose est la suivante. Donc comment peut-on expliquer que le transfert thermique se produit d'une région de haute température vers une région de basse température? On l'a décrété, nous l'avons dit, nous ne l'avons pas expliqué. Donc supposons que nous ayons la chose suivante. Nous avons T1 et T2. Donc nous avons au milieu une paroi qui au départ isole les deux systèmes l'un de l'autre. Et nous avons par exemple la température du système 1 supérieure à la température du système 2. Donc pour imaginer deux verres d'eau au départ isolés, un verre d'eau chaude et puis un verre d'eau froide. Donc la température du système 1 est supérieure à la température du système 2. Pour simplifier le raisonnement, nous allons considérer que nous avons les mêmes molécules, ce qui signifie que la masse des particules 1 est égale à la masse des particules 2. Et puis nous dirons que leur nombre est également identique. Ce n'est pas forcément le cas sur le dessin, mais on a la même quantité de particules à gauche et à droite. Alors que va-t-il se passer lorsque la paroi qui isole les deux systèmes l'un de l'autre est enlevée? Alors nous avons donc, si la température du système 1 est plus importante que la température du système 2, ça signifie que la vitesse des particules 1 est supérieure à la vitesse des particules 2, en vitesse moyenne. Alors que va-t-il se passer lorsque la paroi est enlevée? Donc la particule 1 va se déplacer à une certaine vitesse 1 plus grande que la vitesse 2 des particules vertes, et puis il va y avoir un choc inélastique entre les particules. Alors que se passe-t-il lorsqu'une particule, donc les deux particules ont la même masse, que se passe-t-il lorsqu'une particule de grande vitesse rencontre une particule de vitesse plus faible? Eh bien à la fin, nous allons avoir la vitesse 1 qui va diminuer suite au choc, et la vitesse 2, par contre,
va augmenter, puisque une particule rapide qui rencontre une particule lente, lors du choc, va perdre de la vitesse, et la particule lente va gagner de la vitesse. Ce qui signifie qu'au bout d'un certain moment, d'un certain temps, nous allons obtenir ce que l'on appelle l'équilibre thermique, qui correspondra à l'égalité des vitesses, V1 égale V2 égale V final, pour l'ensemble des particules au niveau moyen, et par conséquent, nous aurons un système unique de températures données, telles que la température du système 1 finalement aura diminué, puisque la vitesse des particules aura diminué. Nous rappelons que l'énergie thermique, en considérant uniquement sur le principe l'énergie cinétique de translation, c'est 1/2 fois la masse fois la vitesse au carré. Donc l'énergie thermique du système 1 aura diminué, puisque la vitesse des particules 1 aura diminué, et l'énergie thermique du système 2 aura augmenté, et sachant qu'ils formeront un unique système à la fin, nous aboutirons à une température finale identique pour les deux. Donc, ceci explique les transferts d'énergie thermique d'une région de haute température à une région de basse température. Pour finir, on peut se poser la question suivante. Donc deux systèmes qui ont la même température, c'est-à-dire que nous plongeons deux thermomètres dans ces deux systèmes, donc deux thermomètres complètement identiques. On peut même imaginer le même thermomètre mis à deux moments différents dans le même environnement, et ces thermomètres vont indiquer exactement la même température. Est-ce que nous pouvons dire qu'ils ont la même énergie? Alors, si vous voulez réfléchir, on peut mettre la vidéo sur pause, et puis répondre dans quelques instants. Alors voilà, donc supposons qu'ici nous ayons la température du système 1 égale à 10 degrés Celsius, supposons à nouveau que ce soit de l'eau par exemple, et puis la température du système 2 qui est aussi égale à 10 degrés Celsius. Alors pouvons-nous dire que ces deux systèmes ont la même énergie thermique? Ils ont la même température, mais pouvons dire qu'ils ont la même énergie thermique. Alors pour cela, on va considérer que les particules sont mises de manière homogène, donc nous avons quelques particules pour le système 1, et puis évidemment le système 2 étant plus important, il est sous-entendu que le nombre de particules est également plus important. On peut s'arrêter ici, je pense qu'on a compris qu'il y a plus de particules. Alors la température reflète finalement une valeur de l'énergie thermique transférée entre les particules du système, mais pas toutes les particules du système, uniquement celles qui sont en contact avec la paroi du thermomètre. Donc si les deux températures sont égales, cela peut vouloir dire que les énergies cinétiques, microscopiques, des particules en contact avec le thermomètre dans ces deux systèmes sont égales. Ça c'est juste. Mais, étant donné que l'on a beaucoup plus de particules dans le système 2 que dans le système 1, nécessairement l'énergie thermique du système 2, ETH, énergie thermique 2, est bien plus grande que l'énergie thermique 1, puisque l'énergie thermique correspond à la somme sur I, donc des différentes énergies cinétiques des particules I. S'il y a davantage de particules dans le système global, l'énergie thermique du système global est bien plus grande. Voilà, donc je vous remercie pour cette écoute.